Bonjour à tous, bonjour Jean-Bruno, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Eh à bien, tous. écoutez, bienvenue à la conférence web AppSyBoard qui est dédiée aujourd'hui à la sécurisation de vos données avec le cloud privé. Donc, pour ce webinaire, nous allons passer un petit peu moins d'1 heure ensemble avec une session questions-réponses à la fin de cette conférence web qui est animée aujourd'hui par nos deux experts AppSyBoard, donc Jean-Bruno Front qui est responsable de l'activité cloud, ainsi que Sébastien Helguez qui est business developer et moi-même qui suis chargée de marketing et communication chez AppSyBoard. Bien, écoutez, messieurs, je vous propose que nous rentrions tout de suite dans le vif du sujet, donc je vous laisse la parole. Merci Marie. Et en effet, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par vous présenter un petit peu le sommaire de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler de cloud, évidemment, de cloud privé, aborder la notion de RGPD et de sécurité de vos données. Et puis, on va se poser quelques questions sur comment anticiper, préparer un projet cloud, quelles sont les étapes importantes de tout ça. Commençons par le cloud. Le modèle cloud, vous le connaissez peut-être déjà. C'est une réponse à des questions, à des enjeux de toutes les entreprises aujourd'hui et depuis plusieurs années. On en entend beaucoup parler, ça évolue assez vite. On a un contexte qui est largement en faveur de la digitalisation, de la dématérialisation, de moins en moins de documents papier, des usages qui évoluent. On parle de transformation digitale. Et puis, les entreprises ont des besoins différents, mais souvent, on constate la même chose, un besoin de faire des économies, d'améliorer sa croissance, de se concentrer sur son cœur de métier, de se spécialiser, et puis d'éviter des investissements un peu éparses et de focus vraiment sur ce qui est le cœur de l'activité, qu'on soit dans la production, dans le négoce, dans le service. On a tous un métier et on a tous besoin de se spécialiser. Et puis, on va parler évidemment de sécurité, puisque la sécurité de vos données, la data, c'est un enjeu extrêmement fort. Quand on parle de RGPD, on parle de protection des données. Et quand on parle de cloud, on parle évidemment de sécurité. Alors, le cloud, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je vais laisser la parole à Jean-Bruno pour vous en parler dans les grandes lignes. Alors oui, le cloud, qu'est-ce que c'est? Alors, faut partir du principe qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent déjà une application qui serait hébergée, des solutions en mode SaaS. Et ce modèle de consommation, de paiement à l'usage apporte une grande flexibilité pour les entreprises. Les attentes aujourd'hui dans les entreprises au niveau du cloud, c'est simple, c'est que on demande aujourd'hui à avoir une accessibilité aux applications aux données de n'importe où, n'importe quand, à partir de n'importe quel device. Aujourd'hui, c'est le modèle qu'on a, on utilise tous du cloud au quotidien. Mais également un besoin d'élasticité. On demande à pouvoir consommer, souscrire par rapport aux besoins et redimensionner le cas échéant en fonction du nombre d'utilisateurs et des applications et des ressources dont on a besoin. Bien évidemment, on attend une sécurité avancée, une sécurité renforcée. Et c'est là aussi où le cloud permet, les fournisseurs de cloud investissent énormément dans la sécurité. Le fait de mutualiser tous ces services, ces compétences, ces outils permet d'apporter un grand niveau de sécurité qu'on a malheureusement du mal à suivre dans le monde de l'entreprise par rapport aux coûts, par rapport aux compétences qu'on doit garder. Un besoin de travail collaboratif. Aujourd'hui, les équipes sont réparties un peu partout dans le monde. On a besoin de se retrouver, partager des documents. Et là encore, le cloud permet de répondre à ces attentes. Le budget, comme je le disais, on est sur une consommation et donc un paiement à l'usage. Ça permet de maîtriser son budget. On n'a plus d'investissement à faire. Et là aussi, ça permet de répondre à pas mal d'attentes. Et enfin, le sujet qui émerge depuis ces dernières années, c'est le sujet Green IT, le fait d'avoir des solutions qui sont éco-responsables, le fait de mutualiser les solutions, les services, les serveurs dans des data centers. Là encore, on va mutualiser les environnements et de fait mutualiser la consommation énergétique, donc quelque part avoir un effet de moindre consommation, donc éco-responsable. Oui, on est dans une logique un petit peu de transport en commun, de partage des ressources,
Une analogie, ça pourrait être la maison individuelle ou l'immeuble dans lequel on va partager un chauffage collectif, de l'eau, etc. On a cette notion de mutualisation qui a des bénéfices et des impacts sur tout ce qu'on vient de voir. On parle aujourd'hui de cloud privé. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus dans le cloud privé? Alors, la différence majeure, on va dire, du cloud privé par rapport au cloud public, alors déjà, c'est de comprendre que les ressources vont être dédiées à une seule organisation. Donc, de fait, une seule organisation va être là pour opérer tous les services, optimiser, exploiter les services et donc partager, donner des ressources dédiées à des clients finaux, à des utilisateurs finaux. Donc, qui dit environnement BD, donc forcément plus de sécurité, isolation des données et donc optimisation des services, puisqu'on va pouvoir optimiser sur la base d'une ressource qu'on sait déjà bien définir, optimiser la location des ressources machines, de la bande passante, et ainsi de suite. Ce qu'on ne pourra pas avoir, on n'a pas cette maîtrise sur le cloud public, étant donné que sur le cloud public, on a des services qui sont dits sur étagère, donc c'est des services qui sont mis à disposition. On profite de ces services, mais sans pouvoir forcément les personnaliser. Donc, le cloud public permet plus de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Le cloud privé. Pardon, le cloud privé. Le cloud privé. Et de fait, l'autre avantage de personnaliser les environnements, les besoins, les ressources pour les clients, pour les entreprises, nous permet d'avoir une offre sur mesure. Donc, on va vraiment allouer le strict minimum, les ressources nécessaires, les environnements, et donc facturer, donc avoir une facturation vraiment le plus juste de ce qu'on va consommer, quoi. Donc on est sur du sur-mesure, on a un niveau de performance et de sécurité qui est adapté à votre organisation. Et justement, quand on parle de niveau de sécurité, on a un autre terme qui est utilisé qui s'appelle la résilience. On parle de cyber-résilience, de cybersécurité. Et donc, pour illustrer ça, je propose quelques statistiques, puisqu'aujourd'hui, le contexte, c'est une accélération quand même constatée par l'ensemble des entreprises, des cyberattaques, des cybercriminels. Et on constate que la majorité des entreprises commencent de plus en plus à investir sur ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que près de la moitié des PME aujourd'hui ont subi au moins un incident de sécurité. Donc, se questionnent comment j'y réponds, quelles solutions je mets en place. Et puis, on constate aussi un temps de récupération de données qui peut varier selon l'organisation, selon le type de données et la quantité de données qui a été impactée et qui est plus ou moins long. Alors, 5 à 7 jours, selon l'entreprise et l'activité, ça peut être plus ou moins pénalisant. On vous pose d'ailleurs une question dans le chat qui va arriver là sous peu pour avoir votre retour aujourd'hui sur cette thématique-là. Je vous laisse quelques instants pour regarder et pour y répondre. Tout à fait. Donc, la question est la suivante. Donc, avez-vous déjà subi un incident de sécurité comme coupure de service, dégradation, perte ou fuite de données? Donc, je vous lance tout de suite le sondage et vous pouvez nous répondre tout simplement en cliquant. Merci Marie. On vous laisse quelques instants pour nous partager votre retour avant de pouvoir continuer. On a quelques réponses qui vont commencer à arriver. Quelques réponses qui arrivent, oui, tout à fait. Donc, je vous répète la question. Avez-vous déjà subi un incident de sécurité, ce qui est fréquemment le cas pour certaines entreprises, donc comme des coupures de services, dégradation, perte ou fuite de données. Donc, n'hésitez pas à nous partager votre expérience pour que nous puissions vous apporter des petits éléments de réponse aussi. Donc, pour l'instant, 4 personnes ont partagé leur expérience. On voit quand même qu'il y a maintenant 5, il y a quand même 80% de personnes qui ont déjà subi un incident de sécurité. Donc, on illustre bien le sujet. Donc, pour ça, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs choses qui existent. Un des principes forts, c'est la RGPD, donc le règlement général pour la protection des données. Ce RGPD, c'est une réglementation, comme on le dit, mais c'est aussi
un sujet que tout le monde doit prendre à cœur. Alors, les DSI, directeurs de système d'information, responsables informatiques, les services informatiques en général des entreprises, vont rechercher cette conformité légale, mais pas que, puisque au-delà de cette conformité légale, il y a aussi des exigences de la part des tiers, de la part de vos partenaires. Et donc, Jean-Bruno, peut-être tu as quelque chose à nous partager à ce sujet. Oui, effectivement, on est de plus en plus confronté à des à des audits et donc des questionnaires qui sont à la demande souvent de commissaires aux comptes qui imposent des exigences de sécurité qui s'appliquent donc chez leurs clients et de fait qui demandent une assurance sur la sécurité qui est proposée par l'hébergeur, les fournisseurs cloud, pour voir si on colle bien aux exigences de RGPD, s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de ce côté-là. Et c'est peut-être votre cas, d'ailleurs, peut-être que côté commissaire aux comptes, vous avez déjà été audité, vous avez déjà été questionné. C'est aussi un facteur de confiance, puisque quand on a des clients, qu'on a des fournisseurs, on aime bien savoir que les données que nous partageons à ces tiers soient protégées et que celles que je traite en provenance de ces tiers soient protégées. Un fournisseur qui a un défaut de sécurité ou qui a une attaque et qui subit une perte ou un vol de données, c'est un fournisseur qu'on va questionner et qu'on va peut-être remettre du coup en concurrence pour un autre qui sera peut-être plus sécurisé et qui amènera des transactions plus sereines. Dans le RGPD, il y a aussi une notion intéressante qui est le privacy by design. Donc, par privacy by design, on entend réfléchir la protection des données en amont d'un projet. Si je mets en place une nouvelle solution, un nouveau logiciel, une nouvelle application, comment je pense à protéger mes données en amont du projet. Il faut l'anticiper. On parle de chiffrement des données, par exemple, Jean-Bruno. Oui, alors le chiffrement, ça consiste effectivement à faire en sorte que les données ne soient pas exploitables. Donc, on parle des données qui sont en transit, mais également les données qui sont au repos. Si ces données venaient à être piratées, elles ne pourraient pas être exploitées en l'état. Ça fait partie des solutions qu'on va mettre en œuvre pour répondre à ces exigences de sécurité et RGPD. On a également le fait de principe de minimiser les données qui vont être exposées. On va collecter uniquement les données qui sont vraiment utilisées pour ne pas prendre de risque sur le reste des données. On va travailler aussi sur la partie contrôle des accès, puisque c'est souvent au travers des accès qu'on s'aperçoit que le piratage des données est subi, via des outils pour contrôler et gérer tous ces accès des utilisateurs, mais pas que. On verra après que d'autres moyens sont mis en place pour s'assurer des accès et des personnes qui interviennent sur les environnements. Tout à fait. Puis après également d'autres notions dans la RGPD que sont l'anonymisation ou la pseudonymisation. Là, on va parler d'effacer les données personnelles. Je m'appelle aujourd'hui Sébastien Guez dans une base de données. Je n'ai pas le droit de m'appeler comme ça. Je vais m'appeler avec un trigramme, avec un code, avec un numéro qui ne permet pas l'identification directe par n'importe quel tiers, criminel ou partenaire. Évidemment, on parle de consentement, on avertit les utilisateurs quand leurs données sont traitées, et puis on évalue quel impact cela peut avoir sur la vie privée, puisqu'on parle de données bien souvent sensibles, personnelles, ou en tout cas sensibles. Voilà pour la RGPD, les principes fondateurs. Quand on parle de sécurité, on l'a dit tout à l'heure, on parle de cyber-résilience également. Cyber-résilience, alors quels sont les risques principaux? De quoi on doit se prémunir? Jean-Bruno, peut-être tu peux nous partager? Oui, alors, la cyber-résilience, c'est quoi? C'est de prévoir avec des outils, mettre en place des stratégies pour retrouver de l'activité. Les risques les plus courants qu'on va rencontrer aujourd'hui sont, comme vous le savez, la perte de données. Alors avec les notions de ransomware, ce qu'on voit assez souvent, des attaques qui font que les données ne sont plus exploitables, les données sont chiffrées et on vous réclame une rançon pour pouvoir éventuellement les récupérer, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
L'autre type d'attaque qu'on rencontre assez fréquemment et sans doute de plus en plus, c'est le vol de données. Quand on sait aujourd'hui la valeur de la data, tout le monde cherche à avoir les contacts, les informations personnelles pour adresser. Donc aujourd'hui, il y a un vrai phénomène sur cette partie-là. On parle d'usurpation d'identité. On disait tout à l'heure sécuriser les accès. C'est vraiment par ce biais que on va pouvoir usurper l'identité de quelqu'un, accéder au système, accéder aux données, voler les données sans que finalement on s'en aperçoive, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est d'essayer d'être invisible. Et donc les hackers font preuve d'ingéniosité pour arriver à contourner le système. Donc malheureusement, voilà, il faut y faire face, il faut s'y préparer. Il faut mettre en place tout un tas de stratégies pour voir comment on va pouvoir les traiter, les contourner et corriger dans la mesure du possible. Effectivement. Et puis en cas de fuite de données, il y a des autorités compétentes, la CNIL notamment. Oui, effectivement, en cas de fuite de données, alors la règle, c'est là aussi où il faut être un petit peu accompagné. Il faut savoir que fuite des données, il faut faire des déclarations. Alors ça va aller à la police, à la CNIL, effectivement, toutes les personnes qui vont être concernées. Et puis là, le fait de communiquer, on se doit de communiquer. Et malheureusement, on parlait tout à l'heure de notoriété. Voilà, ça peut avoir un effet malheureusement sur l'activité, sur l'image de l'entreprise. Quand on est obligé d'annoncer qu'on a eu une fuite d'informations. Tout à fait. Et donc, pour se prémunir, pour prévenir de ces incidents, il y a des indispensables. On en liste quelques-uns, mais c'est un sujet assez vaste. Le premier indispensable et le minimum vital, j'ai envie de dire, c'est la politique de sauvegarde. Oui, alors aujourd'hui, c'est une des parades, en tous les cas, pour retrouver les données. Alors c'est vrai que la sauvegarde, c'est quelque chose qu'on pratique depuis toujours, sauvegarder ces données. Maintenant, avec les effets qu'on a de chiffrement, ainsi de suite, le phénomène s'est accentué. Et surtout, les moyens, les technologies à mettre en place ont évolué pour pouvoir y répondre. Alors, le principe de solution de sauvegarde classique, mais par contre, il faut travailler sur des solutions le moyen de récupérer au maximum ces données. Et donc, on va parler de rétention. Aujourd'hui, il suffit plus de faire une sauvegarde et de la mettre dans un coin, mais il faut avoir une rétention pour remonter le plus loin possible. Des sujets de respecter au moins les bonnes pratiques. Dans le monde de l'informatique, on a toujours parlé de la règle du 3-2-1, d'avoir plusieurs sauvegardes sur plusieurs supports et au moins une sauvegarde externalisée. Dans l'activité dans le cloud, c'est le prérequis. On doit de toute façon externaliser des backups, ne pas avoir toutes ces données à un seul et même endroit. Enfin, je pense que les événements ont démontré que quand bien même on peut perdre l'accès à ces applicatifs, l'essentiel c'est de pouvoir retrouver ces données. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur. Donc l'externalisation, et de plus en plus, on a des solutions maintenant qui peuvent répondre à ces risques de chiffrement et d'assurer ces sauvegardes, d'avoir des sauvegardes qui vont être dites robustes. On parle d'immuabilité, des sauvegardes qui sont quelque part figées, et ce qui permet, le cas échéant, qui permet de bloquer le phénomène de chiffrement et de fait de pouvoir restaurer les données à l'instant T pour pouvoir rétablir le service. En effet, donc une sauvegarde de données, mais une donnée fiable surtout, et une donnée qui n'est pas contaminée. Comment on sécurise ces données-là. On parlait juste avant de sécurisation des accès au sens RGPD. On a des outils pour s'en prémunir également. Oui, alors on parlait effectivement du risque d'usurpation d'identité. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, une authentification à simple facteur, comme on l'a tous, login mot de passe, ne suffit plus. Aujourd'hui, n'importe quelle application demande une double authentification avec tous les outils qu'on peut avoir. Et de fait, aujourd'hui, on doit imposer de l'authentification à double facteur, au moins à double facteur, avec ce qu'on appelle le MFA. Donc ça, c'est pour la partie utilisateur. Classiquement, un utilisateur doit être couvert par ce type de solution. Mais pas que. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le risque vient aussi des intervenants. Malheureusement, eux-mêmes peuvent avoir été piratés. Et donc, de fait, avec les privilèges qu'ils peuvent avoir, rentrer dans des systèmes et finalement endommager toutes les données. Donc, on s'appuie aujourd'hui aussi sur des outils qui permettent
d'assurer le service, mais de limiter les risques via des outils, on va appeler des bastions, qui permettent de donner les privilèges sans que la personne ait pour autant tous les droits et connaissances, en tous les cas, des identifiants et des mots de passe. Et pour finir, on va s'appuyer ici sur une politique qu'on appelle de zéro trust. Le principe est de dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, quels que soient les outils qu'on va mettre en place, on doit être sur une notion de ne pas faire confiance, d'avoir une notion de contrôle. L'utilisateur qui se connecte, on doit avoir une possibilité de contrôler et de s'assurer que c'est bien la personne qui est derrière le clavier. Voilà, donc moyennant des outils, on peut avoir cette notion. Donc c'est vraiment une notion qu'il faut avoir au sens large. Contrôle, surveillance, ne faire confiance à personne. Collaborateur, intervenant, expert peut être une source en fait de pertes ou de fuite de données, de contamination. Une fois qu'on a, j'ai un petit bug technique, excusez-moi, une fois qu'on a parlé de ça, donc on sauvegarde les données, on s'assure qu'elles soient retenues, qu'elles soient dupliquées, répliquées, on s'assure que les accès soient bien sécurisés. Maintenant, la question, c'est une fois qu'on a un incident, comment on se prépare, qu'est-ce qu'on met en place pour de dire je peux redémarrer mon environnement, ça c'est quelque part c'est la finalité. Mais avant tout cela, il faut préparer l'entreprise à ce risque. Et pour se préparer, il faut déjà commencer par faire une propre analyse de risque. Savoir quelles sont les applications que j'utilise, quels sont les risques aujourd'hui sur ces applications, quels sont les risques demain si je perds l'accès à telle ou telle application, quels sont les risques si demain mes utilisateurs n'accèdent plus au système d'information. Voilà. Donc ça, c'est déjà un travail que chaque entreprise doit faire sur l'analyse de ces risques pour pouvoir ensuite, en face, proposer, définir un plan de continuité et un plan de reprise. Le plan de continuité va également sur la définition justement de ce plan de continuité, préparer les outils et savoir également ce qu'on va vouloir faire redémarrer en cas de sinistre. Quelles sont les priorités, quelles sont les données, où je vais retrouver mes données, quel est le mécanisme pour les remettre en ligne, quel service, quelle personne je dois contacter quand on est sur le cloud, qui je vais contacter pour établir le service, voire même les sociétés spécialisées qu'on va devoir contacter pour pouvoir assurer un démarrage dans les meilleurs délais. Donc, si on résume, ça rejoint la notion de privacy by design. On anticipe et on s'organise en cas d'incident pour mettre en place des solutions, des plans d'attaque ou des plans en tout cas de repli. On peut se faire accompagner par un spécialiste, ça c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, on a besoin d'avoir des utilisateurs de nos solutions, de notre système d'information qui soient sensibilisés. La sensibilisation, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, oui, alors on parlait tout à l'heure d'une attaque assez courante, malheureusement, sur l'usurpation d'identité. Aujourd'hui, il est important que dans l'entreprise, tous les collaborateurs soient formés, soient informés sur les risques, sur le potentiel risque qui va venir de son propre compte. Et donc, former les collaborateurs à identifier le mail frauduleux, l'attaque ou l'appel frauduleux, ainsi de suite. Les sensibiliser, les former et surtout organiser sans doute peut-être des scénarios, des tests de simulation de crise pour pouvoir anticiper, organiser, savoir comment on va redémarrer et encore une fois, je dirais savoir qui contacter parce que c'est souvent le problème dans ces cas-là, c'est la panique, on est dans le noir total. Et on ne sait pas par quel biais commencer. Donc voilà, donc se préparer à tout cela, ça permet finalement de renforcer sa posture de sécurité globale. Merci Jean-Bruno. Pour animer encore ce webinaire, je vous propose un petit sondage supplémentaire. On va vous poser la question suivante. Êtes-vous confiant quant à la sécurité de vos données aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on vient de dire et des attaques que vous avez pu subir? Merci Marie pour le sondage.
qui est en ligne. Vous pouvez dès à présent y répondre. Voilà, donc même principe que pour le premier sondage. Donc pour y répondre, il vous suffit d'aller dans l'onglet juste à côté, juste en dessous de l'onglet du chat et de cliquer sur la réponse qui vous correspond. Donc la question à ce jour, est-ce que vous êtes confiant, vous, de votre côté, concernant la sécurité de vos données? Donc n'hésitez pas à nous partager votre avis. On voit que ça commence à répondre avec de la même manière que sur la première question, plutôt une tendance à avoir des réserves ou à ne pas être forcément rassuré. Personne aujourd'hui, en tout cas, n'a répondu qu'il est tout à fait confiant et c'est normal. Le risque zéro n'existe pas. Pour illustrer un petit peu ces statistiques, je vous propose d'autres qui sont plus globales. Que disent les autres sociétés sur cette thématique-là? Eh bien, on voit que au moins 80% des sociétés en 2023 ont signalé une anomalie, un risque, et donc pas forcément on a subi d'attaque ou de perte de données, mais en tout cas a subi une tentative et donc l'a signalé. Le signalement, on le disait, la sensibilisation, ça passe par là. Signaler un mail, une tentative de phishing ou des choses comme ça paraît simple, mais c'est la base et c'est la clé pour pouvoir aller vers une meilleure sécurisation du système d'information global. Et on voyait tout à l'heure que le durée de recouvrement suite à un incident peut aller jusqu'à 7 jours en moyenne. On voit aussi qu'il y a 41% des PME qui ne parviennent pas à récupérer les données. Donc déjà que le délai peut être long pour retrouver son activité, on peut aussi perdre de la donnée, ça arrive assez fréquemment, mine de rien. Voilà. Pour illustrer un petit peu le contexte, on voit bien que là, les réponses au sondage, toujours pas de tout à fait confiant. Donc, il y a toujours un peu de réserve, il y a toujours du travail à faire dans tous les cas sur cette thématique-là. Ce qu'on propose du coup dans ces cas de figure, c'est comment on prépare un projet du coup de mise en cloud, de sécurisation de ces données pour éviter qu'elles soient soumises à ces risques de vol, de perte ou de dégradation des données. Donc, pour préparer un projet cloud, la première question qu'on peut se poser, qu'on vous propose de se poser, c'est avec qui je travaille, qui peut héberger mes données, comment je vais choisir ça. Et donc là-dessus, Jean-Bruno, peut-être tu peux nous livrer quelques clés à ce sujet. Oui, les quelques critères pour le choix d'un partenaire fournisseur cloud. On a quelques points qui ressortent. Très souvent, le sujet localisation, très important. On veut savoir où se trouvent mes données, dans quel data center, voire même dans quelle ville s'y situe. Localisation, très important. En fonction de son activité, c'est vrai que ça peut être un sujet important. La notoriété, bien évidemment, du fournisseur cloud. On parlait tout à l'heure de risques, d'image de marque. Savoir que le fournisseur a plutôt une bonne réputation, un respect des engagements, garantie, disponibilité avec des bons retours. Savoir que ce fournisseur cloud a également toute une partie d'outils de sécurité, de solutions de sécurité qui viennent compléter son offre avec de la redondance, avec différentes technologies qui vont pouvoir assurer le service, le redémarrage en cas d'incident. Il est important aussi d'identifier les certifications, les normes auxquelles va répondre ce fournisseur cloud. Encore une fois, il est important de savoir que la personne est certifiée, c'est aussi une garantie de niveau de service, d'engagement pour pouvoir répondre à ces attentes. Les autres points qui peuvent également être importants en fonction de son activité, c'est de se dire je vais avoir accès à un support qui va pouvoir me répondre dans les meilleurs délais. Quand on héberge ces données quelque part, en cas de problème, on veut pouvoir contacter quelqu'un, être sûr qu'il réponde rapidement et qu'il traite la demande. Donc là aussi, s'assurer qu'on a vraiment une équipe dédiée, des gens pour y répondre.
Et pour finir, je dirais, ce qui ressort aussi, c'est souvent le côté personnalisation, d'avoir quelqu'un qui puisse répondre vraiment aux attentes, aux besoins de l'entreprise, pas simplement dire voilà j'ai une solution pour héberger vos données, vos applicatifs, mais plutôt répondre vraiment à la problématique, aux besoins de l'entreprise, aux spécificités. Et là encore, voilà, il faut aller sonder un petit peu les acteurs sur ces sujets-là. Et en effet, alors on parle de choix d'hébergement, d'hébergeur, mais quoi qu'il en soit, le choix, une fois qu'il est fait, il y a cette notion d'expérience fluide, de transition, passer d'un serveur, par exemple, local pour une ou plusieurs applications à une expérience cloud. Ça doit se faire avec certaines règles, on va dire, avec l'art et la manière. Et du coup, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut anticiper, encore une fois, on parle toujours sur la même thématique. Jean-Bruno, quelques mots? Oui, effectivement. Alors, une migration cloud, comme tu le disais, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Loin de là, on en fait très très couramment. Encore faut-il bien définir les étapes, bien les planifier, et puis surtout bien identifier ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, pour quelqu'un qui veut migrer d'une solution qui serait on-premise ou ces données qui seraient en-premise, comment je vais pouvoir les migrer dans le cloud. Autour de ça, il y a tout un tas de respect des étapes et surtout de bien identifier tout ce qui tourne autour du système d'information. On parle de déplacer des applications, de déplacer des bases de données. Les briques sécurité qui sont en place, je dois pouvoir retrouver et avoir le plus côté cloud. La gestion des utilisateurs qui se fait aujourd'hui, d'un côté, je dois pouvoir gérer mes utilisateurs avec des briques de sécurité supplémentaires. Et pour finir, toute la partie, je dirais, interface. Aujourd'hui, on est dans un système d'information. Souvent, les outils sont interconnectés avec d'autres solutions qui sont elles-mêmes dans un autre cloud ou hébergées dans du SaaS, ainsi de suite. On doit pouvoir, quand on migre dans le cloud, retrouver toute cette notion d'interface, donc une notion d'intégration de la solution dans le système d'information global de l'entreprise. Et le tout pour répondre, apporter plus de sécurité et surtout avoir une meilleure expérience utilisateur, parce que c'est vraiment ça en finalité qui va être important. C'est que l'utilisateur retrouve bien tous ses outils, toutes ses fonctionnalités, toutes ses données, avec toutes les notions cloud qu'on évoquait tout à l'heure, donc tout le bénéfice qu'on va pouvoir avoir sur nos solutions cloud. Exactement. En effet, la notion d'intégration, elle a un sens fort puisque, on le disait en introduction, vous avez peut-être déjà certaines applications qui sont dans du cloud, dans du SaaS, et d'autres qui sont sur un serveur. Aujourd'hui, elles communiquent. Si demain, on change l'endroit, la localisation et l'hébergement de ces données serveurs, il faut s'assurer que la communication se fasse toujours, que l'utilisateur puisse toujours mener à bien ses tâches et que l'entreprise n'ait pas de perte d'activité ou que ce soit pénalisant pour l'activité de l'entreprise sur une durée la plus limitée possible. Donc ça, on le fait très bien et c'est juste une étape à bien planifier. Et justement, on parle de planification. On vous livre juste après quelques clés pour une espèce de liste, de checklist de choses à penser quand on prévoit un projet cloud en l'occurrence, avec des étapes essentielles. Et ça agira un petit peu comme une liste résumée de tout ce qu'on vient de dire sur comment j'anticipe un projet. Évidemment, la première chose à faire, c'est définir qu'est-ce que j'attends de ce projet, quelles sont les attentes de l'entreprise, des utilisateurs, quelles sont les exigences en termes de performance et de disponibilité. Et puis, pour ça, un outil très précieux, ce qu'on vous propose, c'est de penser à faire une cartographie de ce que vous avez aujourd'hui, de ce que vous aurez demain, et de cartographier aussi tout ce qui sont des flux d'échange entre les différentes briques de votre système d'information. Au-delà de ça, on parle de plan de migration quand on parle de planification. La planification, qu'est-ce que je veux faire demain, qu'est-ce que je voudrais faire après-demain, quels sont les besoins. On parle de plan de migration, Jean-Bruno. Oui, alors le plan de migration, on parlait tout à l'heure de planifier les tâches, mais effectivement, savoir comment on va migrer les applications, dans quel ordre. Est-ce que je vais migrer tout mon système d'information
et puis surtout poser les jalons pour savoir à quel moment je vais pouvoir retrouver l'accès aux applications, aux données. C'est primordial de bien définir ce plan de migration, puisque bien évidemment derrière on va embarquer aussi toute la partie tous les utilisateurs. Donc il faut que ce soit bien défini, bien timé, bien programmé. On l'évoquait aussi tout à l'heure, l'analyse des risques, l'anticipation de ce qu'il peut y avoir comme risque. Alors on parle risque utilisateur, risque informatique, interopérabilité, compatibilité des applications entre elles, des bases de données. Et là, on va rentrer un peu plus dans le technique. On a parlé tout à l'heure de privacy by design, tout ce qui est conformité, s'assurer que ça réponde bien. Et puis, un sujet, alors bien souvent mis de côté parce qu'on le simplifie, mais le budget, prévoir un budget qui soit cohérent et réaliste. Alors, on parle budget du projet en lui-même, mais on va aussi s'intéresser au fameux TCO, alors Total Cost Ownership, on pourrait dire coût total de l'opération en français. Est-ce qu'on a quelques mots à dire là-dessus, Jean-Bruno ? Ah oui, il y a le coût total effectivement de l'opération, mais je pense que dans le budget, ce qui est aussi important de noter, ça va être la partie quelque part tous les coûts cachés que j'ai aujourd'hui côté système d'information, ce que je peux avoir globalement aujourd'hui dans l'entreprise. On fait souvent des comparaisons entre le coût d'une infrastructure on-premise versus ce qu'on aurait dans le cloud. On oublie souvent les coûts cachés, les coûts de maintenance, les coûts du personnel, les coûts de formation pour les sujets de sécurité, les différents outils qu'on va devoir mettre en place pour assurer un minimum de sécurité. Voilà, tout ça, c'est des coûts qu'il faut quand même intégrer dans le budget, se dire que voilà, les plus, les moins, on s'aperçoit quand même que bien souvent, toute cette partie-là est mise de côté. Et évidemment, du coup, le cloud permet de réduire ces coûts cachés et de les agréger dans un coût qui sera prévisible pour l'entreprise, pour les services entiers. C'est toujours plus intéressant et on évite d'acheter un serveur, payer un infogérant. On mutualise tous ces coûts-là dans une seule et même offre. Donc, le budget, c'est une notion importante, en tout cas, d'essayer de le définir au mieux possible. Et puis, pour tout ce qu'on vient de lister et tout ce qu'on a dit juste avant, encore une fois, la clé, c'est de se faire accompagner si besoin, d'identifier ces fameux besoins d'accompagnement, d'assistance, notamment sur la partie cartographie des flux, plan de migration. Donc là, on est dans la planification, l'anticipation. Et puis aussi dans la conduite du changement. On parlait des utilisateurs, de la sensibilisation, de la formation. Voilà, ne pas hésiter à se dire comment j'organise tout ça. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires en interne pour le faire? Est-ce que je fais appel à une société? En tous les cas, c'est un point crucial puisque si le projet est adopté par les utilisateurs, alors on pourra considérer qu'il est réussi. Et d'ailleurs, on parle de projet pour une raison simple, c'est qu'Apsys Cyborg ne s'est pas présenté, mais on travaille avec les entreprises aujourd'hui depuis plus de 35 ans sur les notions de logiciels de gestion, donc logiciels métiers. Selon les secteurs d'activité, on a aujourd'hui un parc client qui est assez varié, qui représente 3300 sociétés et qu'on accompagne sur toutes les notions donc, de CRM, de RP, de gestion de la paye, de la comptabilité, des finances, de la logistique, etc. Donc, tous les secteurs d'activité sont représentés parmi nos clients et on a comme casquette principale de les conseiller, de les accompagner et puis de les suivre dans leurs projets, en amont et puis après en aval. Apsys Cyborg, donc 35 ans d'expertise sur les ERP de gestion, et on a lancé une offre cloud depuis 2017 avec Jean-Bruno ici présent pour apporter à nos clients une expérience unique qui parle aux clients qui ont besoin d'applications de gestion et puis aux clients qui ont besoin aussi de se séparer d'une infrastructure physique. Et donc là, je laisse Jean-Bruno vous en parler. Oui, fort de cette expérience dans le monde de l'ERP, on a très vite voulu faire partager cette expérience et avoir une réponse de bout en bout pour nos clients, d'apporter le côté hébergement et toute la partie support, enfin toute la partie intégration d'applications. Comme le disait Sébastien, on a démarré cette activité en 2017. Aujourd'hui, avec près de 500 clients qui nous font confiance dans une solution donc de cloud privé
avec bien évidemment toutes les briques de sécurité, la maîtrise des technologies pour répondre aux enjeux et répondre au RGPD notamment, et toute la partie support dédiée qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos clients avec cette notion de guichet unique, puisqu'on va répondre sur toute la partie applicative et hébergement. Bien évidemment, on est certifié, tous les services sont certifiés ISO 27001 et on s'appuie également sur des normes et certifications via notre partenaire hébergeur. On s'inscrit également dans une démarche d'amélioration continue. On parlait de sécurité. Bien évidemment, la sécurité, c'est pas quelque chose de figé. On disait tout à l'heure, pour les entreprises, c'est compliqué de se tenir à niveau. Quand on apporte du service cloud, bien évidemment, on se doit d'être à niveau, se tenir, améliorer régulièrement via des outils, via des solutions pour pallier au risque de perte de données. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on investit également beaucoup pour répondre aux attentes de nos clients. Et en effet, chez AppCyber, on a conscience que chaque entreprise est unique, a des besoins et des métiers qui peuvent être vraiment différents avec des spécificités. C'est pour ça qu'on a choisi le cloud privé. Pour nous, le cloud, c'est aujourd'hui une solution incontournable, un indispensable, tant au regard de la sécurité des données que de l'utilisation, on va dire, en mobilité, et puis de la facilitation des échanges collaboratifs entre les différents services, les différentes applications. Évidemment, Jean-Bruno le disait, on est certifié ISO 27001 avec le label 2022. Et si vous êtes dans une démarche de réflexion, de discussion, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On sera disponible pour répondre, échanger, vous aiguiller, pourquoi pas vous proposer un accompagnement. On est dans une démarche aujourd'hui d'ouverture et de discussion avec vous si vous avez des sujets de réflexion, des questionnements. D'ailleurs, peut-être que vous avez des questions dans le chat. N'hésitez pas en tout cas, si vous en avez, on y répondra juste après. Avant ça, je vous propose une dernière session collaborative avec vous ou un dernier petit sondage qui devrait apparaître dans votre chat sur la partie sécurité. Est-ce que aujourd'hui, à la lumière de tout ce qu'on vous a présenté, vous pensez être suffisamment préparé en cas d'incident? Voilà. Sébastien, donc vous avez un dernier petit sondage, donc toujours dans l'onglet, en dessous de l'onglet chat, où nous vous demandons si vous pensez être suffisamment préparé aujourd'hui en cas d'incident de sécurité. Donc là aussi, même principe, il vous suffit de cliquer pour répondre. Donc oui, tout à fait, oui, mais il semblerait qu'il y a encore des améliorations à faire. Non, pas vraiment, ou non, pas du tout. Donc, nous vous laissons quelques instants encore pour partager vos réponses. Et on voit que ça commence à répondre, effectivement. Merci, Marie. On vous laisse encore quelques instants. J'illustrerai comme à l'habitude, avec quelques statistiques pour vous donner un peu de contexte et voir un petit peu comment se passent les choses ailleurs. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour y répondre. N'hésitez pas à consulter le chat pour voir le sondage apparaître. Et donc, quel est le constat qu'on peut faire à ce sujet-là, à la lumière de ce qu'on vient de dire? C'est que, on l'a peut-être dit tout à l'heure, mais je vais le redire, personne n'est à l'abri au final. Ça, c'est le constat. La sécurité maximale, le risque zéro n'existe pas. Et puis, le constat fort, c'est que quasiment la totalité des malwares, donc des logiciels malveillants, proviennent de mails, proviennent de pièces jointes, proviennent de clics utilisateurs. Donc là-dessus, la sensibilisation de vos collaborateurs, c'est primordial. Et puis, on voit aussi une autre statistique intéressante, c'est que près d'un tiers des entreprises mettent en place des solutions, des applications qui ne sont pas approuvées. Pas approuvées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont peut-être avec des défauts, des failles de sécurité que les cybercriminels peuvent utiliser. On voit parfois que c'est des manques d'organisation des entreprises, que c'est des défauts
qui sont permanents et qui en fait sont des passoires. Vous vous rendez pas compte parce que c'est pas un sujet qu'on a pris à cœur, donc on le laisse traîner. Et encore une fois, on revient sur l'impact que ça peut avoir. On disait 5 à 7 jours de délai pour récupérer ces données. On disait qu'il y a 40% des entreprises qui ont perdu les données suite à un incident. Et puis, on voit maintenant ce que ça peut représenter en coût. 130 000 euros, c'est une moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais là-dedans, on va compter tout ce qui est perte de chiffre d'affaires parce qu'on a perdu en réputation, en notoriété, parce qu'on a perdu basiquement des données et qu'il faut ressaisir ou qu'on a perdu un carnet de commandes. Ça peut être très, très varié. Et globalement, voilà, le coût estimé, 130 000 euros. Merci, messieurs, pour cette présentation. Nous allons clôturer ce webinaire. Donc, je vous dis un grand merci à tous. Encore merci, messieurs. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.